les furies de l'océan se dessine la silhouette d'un monde nouveau, pur et généreux. Brûlé par le soleil, mes yeux sont à jamais privés du spectacle du monde. Libre enfin de toute illusion, mon cœur découvre l'avenir, devine le chemin qui, surgissant des brumes médiévales, nous conduit à la Renaissance. Longtemps ignorés, désormais adulés, les Amériques ont séduit le vieux continent. L'esprit dérangé par tant de charme et d'innocence, il a succombé aux affres de la conquête. Qui êtes-vous, ô mon roi, vous qui conduisez vos sujets sur les chemins de l'histoire? Il n'est pas sûr le sentier de forêt que vous avez choisi pour voyager et laisser votre empreinte. Prenez garde, ne vous engagez pas au cœur de l'histoire sans vous aviser de ceux qui, avec vous, fréquentent ces chemins. Capitaine Colomb, quelle route avez-vous inventée sur l'océan déchaîné? Nombreux sont les hommes qui, sur vos traces, s'embarquent à l'aventure dans le rêve de l'humanité. Prenez garde qu'ils ne s'égarent, qu'ils ne sombrent, engloutis par des tourbillons de convoitises. Dans le tumulte de la vie se répondent les échos des tempêtes humaines. Surgit un poète. Laissez-le vous guider sur les chemins de la Renaissance. La nuit noire de janvier a gardé ses étoiles. Des nuages chassés par le vent se pressent. Ils cachent et dévoilent tour à tour la lune pleine des nuits de mauvais augure. Le hurlement lugubre de la bise dans les cimes des chênes effraie jusqu'aux loups qui se terrent au creux des forêts. Le paysage enneigé étouffe les pas de deux silhouettes qui se hâtent. Leurs visages disparaissent sous de larges capuchons. Au bout d'un bras, une lanterne vacille. Elle hésite à s'éteindre sous l'entêtement du vent. Au bout du chemin, on a envoyé qu'elle est. Le chien s'est dressé sous la table. La porte s'ouvre. Avec le vent et la neige, le valet s'engouffre dans la salle, précédé de Luce, la sage-femme. Tandis que la tempête se déchaîne au dehors, un ouragan de vie s'abat sur la famille Bourbon. C'est un fils Bourbon. Nicolas sera son nom, femme.
Tout à la joie du père, personne n'écoute la vieille qui marmotte, assise sur une chaise basse. Va, mon fils, tu es Bourbon, né par une nuit de ton père, c'est l'augure de génie, tu seras poète, mon enfant, et ton père n'y pourra rien. Généreuse, le jour s'est levé. Jean Bourbon s'acquitte de son devoir religieux. Sur le chemin qui mène au bourg, ses pas croisent ceux de l'abbé de Montluçon. Ben bonjour, monsieur le curé. Je m'apprêtais à aller vous visiter. Dieu m'a donné un fils cette nuit. Il serait-il possible de lui donner le baptême? Mon fils, quel nom donneras-tu à cet enfant? Nicolas, mon père. Eh bien, Bourbon, Dieu fera la connaissance de Nicolas dès demain. Viens me trouver au presbytère de bon matin, accompagné des parrains et marraines. Je vous apporterai une bourse aussi, pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils. Ce sera pour notre église, celle que vous allez nous construire au milieu du pré des bons enfants. Va, Bourbon, Dieu te garde. Laisse-moi poursuivre mon chemin. Il ferait beau voir que je sois en retard auprès de notre Seigneur, Charles II d'Amboise. Je lui porte les dessins que j'ai faits pour la maison Dieu. Merci, monsieur le curé. Dieu vous garde. Deschamps. Ils ne veulent plus de moi à la force. Je suis trop maladroit. Pour ça, je veux pas les contredire, avec toutes ces songeries et ces histoires. À se demander comment elle fait pour ne pas crever. Je les sais pas toutes, mais dans les livres, il y en a beaucoup d'autres. Je les aime bien parce qu'elles racontent notre vie en plus beau. On dirait que les mots écrits parlent mieux que les mots qu'on dit. Et le Gambino, ces histoires, il les dit. Pourtant, tu les aimes aussi. C'est vrai. Dis, mais tu as entendu l'histoire du roi à la veillée? Tu crois qu'il est vraiment parti en Italie? Étendu dans l'herbe encore humide, Nicolas contemple dans le ciel d'avril la fumée qui s'échappe des pyramides érigées par le charbonnier. Caressée par une douce brise, elle se métamorphose en de merveilleuses figures que façonne l'esprit de l'enfant rêveur. Un instant, il s'abandonne au plaisir de suivre le roi sur les routes de France. La ronde des saisons entraîne la ronde des années. Les aiguilles du temps s'accrochent l'une à l'autre tant que dure la danse. Elles tournent et tourbillonnent inlassablement. L'une d'entre elles, parfois, emporte une âme dans sa course. Louis XII s'en est allé, happé par la ronde du temps. De l'an 1515, il n'a connu qu'une journée. Le temps ne s'est pas arrêté. L'histoire l'a suivi. Et la France s'est découvert un nouveau roi. Porté par l'ardeur de sa jeunesse, François Ier fait vibrer la France et trembler l'Europe. Le feu de la passion coule dans ses veines. Le roi brûle du désir de faire sienne l'Italie. Il ne craint pas le feu. J'y vis et je l'éteins. Telle est sa devise. Sur la route qui le conduit vers la terre des arts, des camps se dressent dans l'attente des étendards, où flamboie la salamandre royale. J'y vis et je l'éteins. Tous répètent la devise du roi. Aux soldats, aux seigneurs de France se sont joints marchands et colporteurs. Une même attente fiévreuse étreint les cœurs. Il arrive! Le roi arrive! Au détour du chemin, les oriflammes royales battent dans le vent.
François Ier, un sourire de contentement aux lèvres, contemple d'un œil satisfait le camp ainsi dressé en race campagne. À ses côtés, le connétable de Bourbon, le regard frondeur, apprécie la scène. Le roi ne prête guère attention aux soldats, ni même à ses vassaux qui viennent le saluer. Il laisse le soin au connétable d'inspecter les troupes. À l'abri d'un chêne, François Ier se retire pour écrire à sa royale mère, Louise de Savoie, dont l'intérêt pour les affaires de son fils n'a d'égal que la confiance qu'il lui témoigne. Ces hommes, eux, profitent du temps qu'il leur reste pour entamer une partie de dés ou de tric-trac. Parmi les militaires évoluent cantinières et marchands ambulants. Encore un coup manqué. Le sort est contre moi. Déjà 2 chances perdues. Te mets pas en peine pour ça. Et mise donc, il manque tes 3 liards. Je viens de les mettre. Ce serait pas plutôt toi qui aurais oublié de payer ton dû? Va pas m'agacer. Pour commencer, j'ai bien vu que tes dés sont te bréchés. T'es même pas propre à t'en servir. Eh ben, faut pas s'échauffer comme ça. On joue et puis c'est tout. On gagne, on perd, c'est tout du pareil au même. Il n'y a qu'à la guerre que la victoire est importante. Alors, mes gars, il y en a qui veulent de la bonne soupe pour se remonter le moral? Ou peut-être bien un petit gobelet d'Hippocrate? Je dis pas non. Ça va me réchauffer les tripes. Ah, pour ça, j'ai ce qu'il te faut. Le feu du diable. Moi, ça, tu m'en diras des nouvelles. Et alors, t'as pas appris à voir à ta jeunesse? Pour réchauffer, ça réchauffe. Un poil trop même. S'il y a d'autres amateurs, Je vois qu'on s'ennuie pas ici. J'avais bien raison. On ne sait pas ça continuera. Il n'y a qu'un moyen pour en être sûr. Achetez-moi une amulette. Pattes de lièvre et tête de mer. Pour le courage, c'est souverain. Pas de lièvre. Un animal quoi qui rend bien courageux. Tu crois pas qu'elles vont porter chance aux Italiens plutôt qu'à nous, tes pattes de lièvre? J'ai d'autres choses, si ça te plaît pas. Non, c'est pas la peine. Va voir ailleurs si on y est. Tu nous empêches de jouer. Allez, à toi. Le soleil est déjà haut quand François Ier donne l'ordre de rassembler les troupes. Le chant des trompettes résonne dans l'air moite du mois d'août. La colonne se met en marche. La poussière du chemin s'élève lentement vers les cieux. Les hallebardes brillent sous le soleil. Comme un seul homme, soldats français et mercenaires allemands suivent le roi. Leur confiance en sa jeunesse et en son désir de gloire les guide.
chevalier Sa Majesté François Ier. Bayard, mon ami, je veux, aujourd'hui, être fait chevalier par vos mains. Parce que le chevalier qui a combattu, à pied et à cheval, en plus de bataille entre tous, est tenu et réputé le plus digne chevalier. Sire, celui qui est couronné, loué et oint de l'huile envoyée du ciel, et celui qui est le roi du royaume, le premier fils de l'Église, est chevalier sur tous les autres chevaliers. Bayard, dépêchez-vous. Les grands du siècle sillonnent l'Europe à la recherche de pouvoir et de gloire. Le jeune Bourbon flâne dans les vapeurs brûlantes de la forge. Attendre respirer la forge. Allons nous brûler à son haleine. Ensemble, nous avons puisé à trois avec bonheur les premiers éléments des sciences. Et la vraie amitié y a uni nos cœurs. Ensemble, partageons l'art du feu. Nicolas, fais-moi découvrir le cœur de la forge. J'aime la passion qui t'anime. Je veux pouvoir, à mon tour, vibrer tout entier au contact des arbres, au râle du soufflet. Écoute, n'entends-tu pas Vulcain gronder contre mon goût pour l'étude? C'est lui qui me guide dans la forge. C'est lui qui me dit les arcades de son art. Et ainsi le temps doit souffler. D'où vient cet oubli alors que les arbres se parent de verdure et que les campagnes semblent sourire? As-tu plus souvenance de ce ruisseau qui coule à travers des prairies délicieuses et donne la vie à la forme ignorée? Entends-le, Louis. Pour lui, pour mon père, j'ai écrit ces quelques vers. De Ferraria est le titre que je leur ai donné. Me feras-tu le plaisir de les écouter? Dans la forge, ils prennent toute leur force et livrent leurs secrets. Je te laisse charmer à la fois mon oreille et mon âme. Dis-moi l'art du... À la pensée de leur sacrifice à Vulcain. Sur l'herbe douce et sèche d'une tente clairière, le charbonnier leur dresse une dernière couche. Serrés les uns contre les autres, s'élèvent les restes des grands de la forêt. À l'abri de la verte couverture des feuillages, s'introduit la flamme insolente et charmeuse. De son œil rieur, elle contemple les vénérables sylvains qui se consument sous l'ardeur de leur folle et dernier amour. Ils laissent s'échapper la fumée noire et épaisse de leur rancœur, dans un tourbillon aussi violent que celui que jadis Cacus, fils de Vulcain, vomit contre Hercule. Cette jour et cette nuit, le charbonnier veille sur l'esprit de la forêt, c'est le vent du bûcher. Sur la rive de la Barse se dresse la silhouette du four, bouche béante, dorée de fer et de feu. Il jette à la face du ciel sa rage fumante et trouble. Vaillamment, il résiste au souffle de la flamme, au ravage du feu.
Dans son ombre terrifiante, deux soufflets au vaste contour s'actionnent sous la force d'une roue que fait sans cesse tourner l'impétueux cours d'eau. Tour à tour, haletant, rugissant et hurlant, ils insufflent au feu la vie, le flair. Ils l'accueillent au terme de ces transformations dans les tourbillons de flammes et de fumée qui s'élèvent jusqu'aux astres. D'un geste tendre, il dompte la flamme féline, déroutante, ensorcelante. Il la fait danser, rouge, dans la nuit noire du four. Il l'embrasse du regard, transcende d'elle comme d'une maîtresse. Des mains habiles dirigent le fer vers les moules, fondent les bombes, invention du démon, présence de la fureur des dieux. Ils foulent les mortiers qui ébranlent villes et citadelles jusqu'en leur fondement, semblable à la foudre qui porte la flamme et le feu. De l'art de la forge naissent ces terribles machines. Mon père, Jean Bourbon, leur apprend la vie. De leur voyage au fil de la barre, seule la mort elle retienne. Caresse mon âme de ta voix. Fais battre mon cœur au rythme des soufflets. Conte-moi, vendeur, à la poésie de ton cœur. Laisse-moi pourtant te conduire en cet autre lieu sacré qu'à notre église naissante. Viens découvrir l'art de la vie à vendeur, où la poésie anime chaque geste, chaque parole. Sous la baguette d'un invisible chef d'orchestre évoluent de concert les artistes de la pierre et du bois. Du travail de l'homme accordé aux grâces de la nature, il y a une église. Sur ce pré des bons enfants, où baissent encore des moutons, sculptures vivantes, taillées dans le marbre le plus pur.
voie de son enseignement. Nous entrons, Nicolas, dans une époque nouvelle. La France renaît, l'art italien est notre modèle. Terre des muses, l'Italie enfanta Léonard. Dites-moi, Nicolas, avez-vous déjà ouï parler de Léonard de Vinci? Non, maître. Mon ignorance n'a d'égal que votre savoir. Puisqu'il en est ainsi, vous apprendrez ce jour même l'importance du cire de Vinci. Une partie de chasse. Dans les bois où abondent toutes sortes de gibier, le roi chevauche en compagnie de ses plus fidèles compagnons. Souvent, à son retour, il ne peut se défendre de rendre visite à son architecte et ingénieur personnel, Léonard de Vinci. Des guerres d'Italie, François Ier a ramené gloire et pouvoir, tant de richesses aussi. Toutefois, sa plus grande fierté est d'avoir installé Léonard au château de Clou, dont la gracieuse façade de briques roses et de pierres blanches a charmé le vieux maître italien. Maître, je viens à vous. Votre Majesté me fait grand plaisir de sa visite. Sa délicatesse et son intérêt me flattent au plus haut point. Maître, j'apprécie votre compagnie. Vos travaux, vos réflexions m'ont captivé. Vos peintures, vos sculptures étourdissent mes sens. Tout particulièrement ce tableau que d'Italie vous avez apporté. La Joconde, c'est ainsi que vous le nommez, il me semble. Quel ravissement m'étreint face à ce sourire sans pareil. Votre Majesté est très bonne envers moi. Souhaite-t-elle prendre connaissance des nouveaux dessins que j'ai ébauchés? Certainement, maître Léonard. Vous savez combien mon esprit aime à se nourrir des fruits de votre imagination. Je puis soumettre à votre Majesté ce projet de char couvert, bien protégé et sûr, pénétrant dans les rangs des ennemis avec leur artillerie. Il ne verra si grande multitude de soldats capables de lui résister. Et derrière ce char, l'infanterie s'avancera sans dommage et sans rencontrer d'obstacles. Quelle invention, maître! Équipés de pareilles machines, mes troupes ne sauraient connaître la défaite. Votre Majesté peut voir ce dessin de machine volante, une combinaison fort précise de poulies, manivelles et autres rouages n'y suffirait pas. Il faut y ajouter la force de l'homme pour le faire mouvoir. Bientôt, comme Icare, les hommes s'envoleront. Ils rejoindront alors les oiseaux dans l'immensité du ciel. Mais votre Majesté sera-t-elle intéressée par le projet de relier les résidences royales par voie d'eau? Ou bien verra-t-elle un quelconque intérêt dans ces maisons démontables qui pourraient accompagner la cour dans ses déplacements? Maître, que d'imagination! Vos dessins sont chaque jour plus précis, plus élaborés. Votre génie est un honneur pour la France. Je ne me lasse jamais d'être utile, votre Majesté. Ma nature m'a disposé ainsi. Nous ne pouvons que vous en louer, maître Léonard. Faites-nous rêver un moment encore à ces engins merveilleux. Imaginons-les qui s'évadent de ce pâle rouleau où ils sont encore retenus.
Animé de la curiosité de la jeunesse, Nicolas a quitté les rives de la Barse. Le premier séjour de sa quête l'a placé sous la protection de Monseigneur Charles de Tournon. Le chantre, qui à la poésie de son cœur célébrait les secrets des forêts champenoises, est devenu secrétaire. Dans ses voyages à la suite de son protecteur, jamais il n'oublie la plume aiguisée de son imagination, qui sait à merveille traduire le monde en vers musicaux. Il est un pays, balayé par les vents de la mer, où terres anglaises et françaises se rejoignent. De part et d'autre se tiennent Guignes et Arles. En cet endroit de réunion de terre, ont décidé de se retrouver notre bon roi François et Henri VIII, Pierre souverain d'Angleterre. Messire, prenez garde. Mille merci, brave homme. À chaque détour du chemin, ces amas de branchages me surprennent. Sans doute pourrez-vous éclairer mon ignorance sur ce point. Attendons-nous quelques royales visites en ces lieux? Dans chaque buisson surgit une salamandre par vous sculptée. L'on pavoise et l'on drape avec ostentation. Je prie messire de m'excuser de sa déception. Il n'est point prévu de recevoir de si nobles hôtes en ce palais. Le seul devoir de mon maître l'incite à le parer avec magnificence pour honorer notre bon roi François. Notre aimé souverain a fait porter à sa suite le logis de ses invités. Quant au roi Henri VIII, il a fait dresser quelques demi-tentes blanches pour loger sa cour, tandis que lui-même résidera en une demeure de bois et de verre amenée toute faite par mer. Notre bon roi François a donné l'ordre d'élever 400 tentes et pavillons. On dit que tout resplendit de drap d'or frisé en dehors et de drap d'or frisé en dedans, tant dans les chambres que dans les salles et les galeries. Force de devise et pommes d'or brodées ornent le camp. Pour notre bon roi François, nommé Val Doré. Notre bon roi François ayant revêtu une casaque de drap d'or agrémentée de perles, d'émeraudes, de diamants, resplendit sous le soleil. De l'autre côté de la vallée, le fier Henri VIII s'approche, tout vêtu de pourpre et d'argent. Il progresse lentement, entouré de 400 archers. Ne se trouve plus qu'à quelques dizaines de toises du souverain anglais, il donne des éperons bientôt imités par le fier Henri VIII. Aussitôt, l'un près de l'autre, ils s'embrassent et se congratulent. Puis ils descendent de leur poursuite et de nouveau se donnent l'accolade. Cela fait, ils se prennent par les bras pour entrer ensemble dans le beau pavillon tout tendu de drap d'or. À l'abri des oreilles indiscrètes et accompagné du seul amiral de Bonnivet, notre bon roi François s'entretient bien longtemps,
du traité de bonne entente entre les deux royaumes, avec le fier Henri VIII, aidé du cardinal Wolsey. Autour du pavillon se pressent les seigneurs qui forment la suite de chacun des souverains. Au terme de cette causerie diplomatique, tous sont autorisés à pénétrer sous la tente. De toutes parts jaillissent des musiques joyeuses et les vins coulent à flot. On porte des toastés aux bons amis français et anglais. Les seigneurs des deux cours participent joyeusement aux festivités. Réunis pour un jour sur un champ autre que celui de la bataille, ils se livrent à des duels amicaux dans la liste qu'on a dressée ou sur les cibles. Français et Anglais partagent le plaisir de danser ensemble, bercés par le rythme de la musique. Oh,
fier Henri VIII saisit par le collet notre bon roi François pour le plaisir de lutter avec lui. Mon père, je veux lutter avec vous. S'il vous plaît, ainsi, luttons. Le fier Henri VIII lui donne une attrape ou deux, et notre noble roi, qui est fort bon lutteur, lui donne un tour et le jette par terre. C'est ce moment que choisit le connétable de Bourbon pour, à son tour, étonner Henri VIII. Dédaignant la porte, il pénètre dans le champ clos en sautant au-dessus de la lisse. Et mettant pied à terre, il offre son destrier au souverain d'Angleterre. Sa Majesté me ferait-elle l'honneur d'accepter ce modeste coursier en souvenir de cette rencontre avec mon roi? Il est tout à votre honneur de me céder pareil animal, monsieur. Sa bonne entente avec le fier Henri VIII, quitte avec regret son allié. Dans un même élan, tous deux s'embrassent une dernière fois, avant que nous retombions. La foule en liesse se livre plus encore au plaisir de la fête. La campagne, ornée de draps d'or, resplendit et retentit des rires et des musiques. De son côté, notre bon roi François chevauche vers l'île échouée sur la Loire, Amboise, chère à son cœur. Chacun s'efforce d'oublier les infortunes d'un siècle dont l'histoire ne compte guère que les félicités. Le sort capricieux se plaît à rappeler sa funeste influence au temps de réfugié du roi François. Impassible, la barre se va entre plaine et forêt, entre foyers et forges, entre fer et feu. Et Nicolas, de retour sur ses rives, est le témoin impuissant des souffrances de sa patrie. Arraché au sein de Vendeuve le Nord, et mes vers chantaient encore un pays où mon cœur a ses racines. Je rêvais à Vendeuve, résonnant des échos familiers des forges haletantes et du murmure de la Darse. Quel triste visage me présente aujourd'hui ma patrie en deuil. Drapée de silence et de peine, je ne peux la reconnaître. Chaque jour, ils sont un peu plus nombreux à partir, ceux que la peste est venue prendre. Même l'ermite a pensé. Et la sœur de monsieur le curé aussi. Quel malheur pour notre pays. La souffrance a fait perdre ses couleurs à Vendeuve. Pas un visage où les larmes n'aient laissé leur sillon. Et ces maisons meurtries de croix tracées à la chaux. Sur les chemins, les fossoyeurs évoluent en un long ballet funèbre au son des clochettes fusieux de leurs vêtements que fait teinter la maladie.
Tu ne pourras entendre que le bruit des ciseaux sur la pierre et les voix des tailleurs. Bientôt, elle s'élèvera et abritera les vents de voix. Et toi, mon fils, tu seras devenu de la pierre ou du bois, comme j'aurais été fier. Père, je sais, moi aussi, l'art du tailleur de pierre, celui du charpentier ou du maître de forge. Si je ne les pratique, au moins puis-je les chanter et les célébrer. Cette dame en grand deuil qui s'avance vers nous, il me semble reconnaître Madame d'Amboise. J'ignorais que la peste avait porté son message de mort au château. C'est notre Seigneur, Georges d'Amboise, qui a passé. Il est mort à la guerre avec notre bon roi François. Monsieur le curé nous a demandé de prier pour lui. Madame, je partage votre peine, madame. Je ne saurais exprimer ma douleur face à la mort de notre Seigneur. Je mêle mes pleurs et mes prières à ceux des Vendevrois orphelins. Monsieur Bourbon, je m'en venais vous entretenir de mon malheur. Monsieur l'abbé de Montluçon m'a fait savoir que le récit de cette campagne où périt mon époux ne vous était pas inconnu. Auriez-vous la bonté de me conter cette affreuse histoire? Alors seulement je pourrais trouver quelque apaisement à ma douleur. Je ne peux vous offrir, madame, qu'un récit bien imparfait. Je me le suis laissé conter par un hôte de Monseigneur Charles de Tournon, auprès de qui j'exerce la fonction de secrétaire. Notre bon roi François, fait chevalier des mains du vertueux Bayard, n'avait jusqu'alors bien connu que la victoire. Chacune de ses campagnes renouvelait le succès de Marignan. Pourtant, quelle triste campagne il mena. Aux portes de Pavie, la belle remparée, notre bon roi François se félicitait déjà de ses premières victoires sur les Espagnols. Mais bientôt, le camp de Sa Majesté est assiégé par l'ennemi. Les escarmouches se succèdent. L'armée de Charles Quint progresse. Anniversaire de la naissance de Charles Quint, l'assaut est fatal pour nous tous. Sa Majesté s'est défendue de toute son âme, perçant l'ennemi de sa lourde épée. Autour de lui, le sol est jonché des dépouilles de ses plus fidèles serviteurs. Longtemps, le sonneur du roi s'époumonne en une longue plainte aiguë qui se répand d'un bout à l'autre du champ de bataille. La trompe se tait. De son haut, Sa Majesté voit s'approcher une silhouette bien connue. Rejetant son casque désormais inutile, notre bon roi traversant le champ de bataille, notre bon roi François reconnaît les corps de ses compagnons d'armes. En chemise, percée de quelques blessures, Sa Majesté est conduite à sa prison. Nous avons en ce jour deux raisons de souffrir. Orphelins de notre Monseigneur, nous pleurons le malheur de la France privée de son roi. Prions sur le... Je vois peu à présent les seigneurs du Costé, du Maine et Saint-Gelais, tout absorbés qu'ils sont par de pressantes affaires de belles et m'entraînent. Transmets-leur mon au revoir. Je ferai savoir ton message, mon cher Bourbon. Va où te mènent les chemins du hasard. Suis ta vie en lettré vagabond. Et pense à saluer notre très cher Erasme, que sans doute tu rencontreras, là où te conduiront tes pas. Mais écoute plutôt ces quelques mots du dernier de mes écrits.
la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Sur la tête du géant Gangousier, avance avec moult précautions un lourd charroi. Dans son énorme voiture de promenade que seul un cheval à sa taille peut tirer, le géant Gargantua fait un somme. Non content d'avoir passé 11 mois dans le ventre de sa mère, la plantureuse Gargamelle, il est entré dans le tumulte de la vie par son oreille gauche. Soudain qu'il fut né, il ne cria comme les autres enfants « Mi, mi, mi », mais à haute voix s'écria « À boire, à boire, à boire !» comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut ouï de tout le pays. Le bonhomme Gangousier, buvant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait en entrant à la lumière de ce monde, quand il bramait demandant « À boire, à boire, à boire !» dont il dit « Que comment tu as ?» Ce que, oubliant, les assistants dirent que vraiment il devait avoir le nom de Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père. rassasié, on est à sa charge 50 servantes et nourrices. S'il trépigne, s'il pleure, s'il crie, lui apportant à boire, on le remet en nature. Et soudain, demeure quoi et joyeux. Au seul son des pintes et flacons, il entre en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. L'enfant vorace à l'appétit si tenace, et l'on retient son souffle pour ne pas troubler ses rêves de géant. Quand soudain s'élève le ronflement du jeune Gargantua, en silence se remet en route l'énorme charrette et tout son convoi de flacons, de vases à goût. Le cheval même étouffe le bruit de ses pas sur le chemin, et tout le petit monde du géant Gargantua disparaît dans les bois.
traductrice, Nicolas compose de ses plus beaux poèmes. Quant à ses talents de prophète, songeant à ses leçons, il ne prête guère attention aux propos que tiennent ses compagnons. Il ne voit pas non plus l'obstacle dressé sur la route, les brigands qui surgissent de nulle part. Dépouillés de leurs biens, les voyageurs malchanceux ont parcouru les derniers lieux qui les séparaient du Plessis des Tours. Nicolas Bourbon y est accueilli par Jeanne d'Albret, sa gouvernante, aimée de Sissi. Quelle joie de vous savoir de retour, maître. Avez-vous fait un agréable voyage? Il m'a semblé, mademoiselle, ne devoir jamais arriver jusqu'à vous. Les routes nous ont réservé aujourd'hui une bien mauvaise surprise. Monsieur, vous nous faites craindre le pire. Auriez-vous eu quelque accident sur la route? N'ayez crainte, madame. Mes compagnons et moi-même sommes tous saufs. Les brigands qui nous ont attaqués ne convoitaient que notre or. Ces dames ont perdu leurs bijoux. Et comme ces messieurs, l'on m'a dépouillé de ma bourse. Sans doute souhaitez-vous prendre un peu de repos, préparer le voyage, monsieur. Mademoiselle saura attendre à demain pour sa première leçon. Je vous en prie, maître. Accordez-moi un peu de votre temps avant de vous retirer. Il me vient à l'esprit quelques questions suscitées par les lectures que vous m'avez suggérées. Je crains de les oublier. Puisqu'il vous tarde de reprendre vos leçons, remettons à plus tard le moment de se reposer. Madame de Silly en parlait avec un de nos hôtes avant que vous n'arriviez. Elle disait l'affaire des placards. Puisqu'il vous plaît ainsi, mais n'en dites mot à quiconque, vous vous attireriez les foudres de votre entourage. Ces histoires sonnent étrangement dans la bouche d'une demoiselle. Maître, dites-moi toute l'affaire. L'autorité du pape et à la hiérarchie de l'Église catholique. Un de ces réformistes a préparé des affiches qu'il a fait placarder jusque sur la porte de la chambre du roi à Amboise. Sur ces placards sont dénoncés les fastes et les ridicules de la messe que l'auteur décrit ainsi. Les horribles, grands et insupportables abus de la messe papale inventés contre la Sainte Seine. Ces placards, mademoiselle, font scandale. Voilà, cette affaire qui vous intriguait tant, mon enfant. Terminons ici cette parenthèse et reprenons la leçon, voulez-vous. Maître, dites-moi encore, qu'a fait mon oncle, le roi François, en réponse à ces placards? Mademoiselle, vous n'êtes guère raisonnable.
Faudra-t-il que je fasse état à votre maman de tant d'insolence? Non, maître. Mais contez-moi la fin de l'affaire des placards. Je vous demandez avec tant de curiosité. Mais ensuite, vous reprendrez l'étude avec plus d'assiduité. Que soient jetés en prison ou condamnés à mort les réformistes coupables de cette offense. Sa Majesté décide aussi d'apporter son soutien à l'Église catholique. Le 21 janvier 1535 est organisée une grande procession d'expiation. Dans les rues de Paris défile l'évêque de la ville portant le Saint-Sacrement. Notre bon roi François tenant dans sa main un cierge de cire vierge. Le soir même, pour donner bonne mesure à ses paroles, Sa Majesté ordonne de dresser 6 bûchers au cœur de la ville. Dans la nuit, le crépitement du brasier est intense. Une fumée âcre se répand partout. Désormais, la guerre est ouverte contre la réforme. Êtes-vous satisfaite, mademoiselle? Vous serez sans doute prête à reprendre notre leçon, maintenant que votre curiosité est apaisée. Il me semble, maître, que le temps vous presse. Le jour... Jeanne d'Albret parcourt les dernières lieues qui la séparent encore de nous. Dans les lueurs du crépuscule, elle voit se dessiner devant elle un bel avenir. La nièce du défunt roi François Ier ne prête pas attention au paysage brûlé par l'automne qui défile devant ses yeux. Son esprit n'est occupé que par son seul mariage avec l'homme qu'elle chérit, Antoine de Bourbon.
Aux fenêtres éclairées s'agitent des silhouettes vives. De la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Au matin du 20 octobre 1548, Moulins résonne de musique et de cris. Dans toute la ville flottent les oriflammes. La plèbe même est en liesse. Dans la seule cathédrale règne un silence pesant d'émotion. La nef est tendue de draps dorés. Les armes de la famille de Bourbon brillent avec éclat. Nombreux sont ceux qui assistent à la cérémonie. Il y a le roi Henri II, fils du défunt François Ier. Marguerite d'Albret, sa tante, est à ses côtés. Elle ne peut quitter des yeux son enfant, majestueuse dans son manteau de satin cramoisi bordé d'hermine. Agenouillée devant l'évêque, la jeune femme laisse s'épanouir la corolle de sa jupe d'or et d'argent, garnie de pierres précieuses. Les yeux brillants de larmes, Jeanne entend une voix la nommer princesse de Navarre. À son doigt scintille une bague de diamants. Toute vacillante sous l'émotion, Jeanne de Bourbon franchit au bras de son époux le seuil de la cathédrale. Sur le parvis les attend une foule dont les cris montent jusqu'aux cieux. Tous les cœurs laissent éclater leur joie. Déjà s'envolent quelques notes de musique. Autour d'une table dressée se tiennent les plus beaux. Des plats multicolores rivalisent de beauté. Les mets les plus fins s'étalent en d'appétissantes mosaïques. Le vin coule de fontaines échafaudées de garbes odorantes. Au son de mélodies caressantes, unies dans l'allégresse, la noblesse et le peuple se mêlent et dansent ensemble.
Dans les derniers échos de la fête, le temps s'est endormi. L'histoire lui ravit Jeanne de Bourbon, princesse de Navarre. Son destin, qui côtoie celui des plus grands, apparaît semé de fleurs de lys. Jeanne, nièce de roi et mère d'une lignée de rois. De son sein naîtra Henri le Bien-Aimé, Henri IV du nom, assassiné au cœur de Paris. À sa suite viendront Louis XIII, prince secret, secondé par l'entreprenant cardinal de Richelieu. Louis XIV, monarque aux caprices et aux rêves innombrables, rayonnant sur la France et sur l'Europe. Louis XV, prince des Lumières et de l'Encyclopédie. Louis XVI, roi faible, roi déchu, sacrifié pour l'histoire de son pays. Gardons-nous d'oublier Jeanne de Bourbon, reine de Navarre, instruite par un poète vent de droit. Jeanne qui enfanta une dynastie de rois.